Davos est un camp retranché, un dispositif policier et militaire exceptionnel est déployé pour prévenir tout incident. Genève se bat contre le travail au noir des femmes de ménage. Un système de chèques devrait permettre une déclaration simplifiée comme c'est le cas déjà en Valais. Et puis une découverte romande contre le glaucome. Un tube miniature permet d'évacuer le liquide excessif. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'ouverture du sommet de Davos a lieu dans la crainte permanente d'une bombe ou d'un avion suicide. L'espace aérien est encore plus grand qu'en 2003 et des avions de combat patrouillent en permanence pour le protéger. C'est dire la peur de l'attentat, mais aussi de la moindre manifestation. Pierre Gobet. Une fois de plus, Davos s'est barricadé. Carte d'accès, contrôle, restrictions de circulation. Plusieurs centaines de policiers venus de toute la Suisse sont là pour assurer la sécurité du forum. De son côté, l'armée a mobilisé 4700 hommes. Certaines unités se sont d'ailleurs mises à la motoneige. C'est la première grande opération sous l'égide d'Armée 21. Dans les alentours de Davos, nous assumons des tâches de surveillance ou de garde des infrastructures de manière à ce que la police puisse se concentrer sur sa mission principale. Dans le village, le forum, par sa démesure, le potentiel de violence qu'il représente, n'a pas toujours été très populaire. Les habitants viennent pourtant d'accepter de consacrer 1 million par an ces prochaines années à la sécurité de la manifestation. Il y a eu 70% de oui, avec une participation de 60%. On peut vraiment dire que les habitants de Davos soutiennent le forum. À l'intérieur du centre des congrès, tout est prêt. Ce forum devrait avoir une tonalité plus confiante que le précédent, marqué par les préparatifs de la guerre en Irak, d'autant que l'économie se porte mieux. C'est absolument clair, mais on voit quand même qu'il ne produit pas encore les mêmes résultats pour tout le monde. Par exemple, on voit qu'aux États-Unis, nous avons une croissance très importante, mais par exemple, le nombre de places de travail n'a pas augmenté et de ce fait-là, le nombre de chômeurs n'a pas baissé. Et je pense là, justement, il faut trouver des nouveaux moyens pour que la prospérité ou la croissance économique est mieux distribuée pour tout le monde. Ce forum devrait être encore plus dense que les précédents, puisqu'il a été raccourci d'1 jour. Il se terminera dimanche. Nicolas Rosset, il y a toujours un côté carnet mondain. Qui est là cette année? L'invité le plus attendu, ce Davos-ci, c'est Dick Cheney, le vice-président, le bras droit de George Bush. On sait probablement qu'il devra se justifier sur la politique américaine, notamment en Irak. D'ailleurs, le chef de l'autorité provisoire en Irak, l'Américain Paul Bremer, sera lui aussi présent. Autre temps fort, autour de l'initiative de Genève et de Micheline Calmiret, les ministres israéliens et palestiniens des Affaires étrangères devraient se rencontrer ici à Davos. Des thèmes économiques aussi vont être abordés. Les ministres de l'économie réunis autour de Joseph Dice vont essayer de reprendre le dialogue autour des négociations de l'OMC, notamment la difficile question des négociations agricoles. Des chefs d'entreprise vont participer à ces pourparlers. On sait que Bill Gates est un habitué de Davos. Au niveau suisse, on parle de Peter Brabeck de Nestlé, de Daniel Vasella, de Kudelski. Et puis encore un grand nom, peut-être encore, Joseph Stiglitz, le prix Nobel d'économie d'il y a 3 ans. Joseph Stiglitz, c'est le pourfendeur du FMI, de la Banque mondiale, de la politique américaine. C'est un petit peu la bête noire de ces institutions qui sera reçue ici en grande pompe à Davos. On a connu le sommet très sûr de lui des années flamboyantes, certains disaient arrogant. Ensuite, une modestie feinte ou réelle. Maintenant que l'économie semble repartir, est-ce que le ton change de nouveau? Non, pas du tout. Cette humilité, cette retenue qu'on a déjà connue l'année passée, qui s'explique par le fait que les grands événements politiques, économiques n'ont pas été prévus entre guillemets, par les participants de Davos. On peut penser aux crises économiques, on peut penser aux exagérations exubérantes de la nouvelle économie, on peut passer à la chute des bourses. Tout ceci n'a pas été prévu par Davos et a amené une certaine humilité. D'ailleurs, les altermondialistes, les opposants, ont fait leur première victime, la cravate. En effet, la cravate sera complètement interdite ici, au centre des congrès. Ceux qui la porteront devront payer une amende de 5 francs et le produit de ces amendes sera versé à l'UNICEF. Alors vous voyez aujourd'hui, Darius, cravate ou pas, il faut choisir son camp. Merci Nicolas.
Dans ce grand ballet diplomatique, le président iranien Khatami a rencontré aujourd'hui Joseph Dice à Berne. Il l'a notamment remercié pour l'aide apportée par les Suisses aux victimes du tremblement de terre. Nathalie Salamin. Arrivé ce matin de Mohamed Khatami au manoir du Laune, une demeure historique située aux alentours de Berne. Le président iranien est reçu avec les honneurs militaires par son homologue suisse Joseph Dice, ainsi que les conseillers fédéraux Micheline Calmiré, Maurice Leuenberger et Pascal Couchepin. Au menu des discussions, le respect de la démocratie, les droits de l'homme ou encore les armes de destruction massive. La Suisse mène un dialogue sur les droits de l'homme avec l'Iran depuis l'année passée. Et nous avons trouvé en le président Khatami quelqu'un de très ouvert à ces questions. Donc il y a eu plus qu'une simple discussion, il y a vraiment eu un dialogue. Pour faire avancer cette question des droits de l'homme, la Suisse et l'Iran ont ouvert en février dernier un dialogue en tenant compte des valeurs religieuses de la charia. Devant la presse, Mohamed Khatami a ainsi loué la démocratie suisse, un exemple pour son pays. Mais a-t-il précisé, ces formes varient selon les civilisations. Il faut dire qu'à un mois des élections législatives en Iran, le climat demeure tendu entre réformateurs et conservateurs qui freinent le processus démocratique. Mohamed Khatami s'est pourtant montré confiant. Le président iranien a poursuivi cet après-midi sa route vers les Grisons où il participera au Forum économique de Davos. On l'a entendu, les deux présidents ont évoqué la situation politique à la veille des législatives où les candidats réformateurs ont été écartés. Les partisans du changement en Iran éprouvent des difficultés. Ils sont pris en tenaille entre les conservateurs et leurs propres électeurs qui sont souvent déçus au cours des dernières années. Le reportage aux envoyés spéciaux Olivier Kohler et Yann Burgvinson. Téhéran, ses martyrs de la Révolution et son quartier sensible de l'université. Un foyer de contestation estudiantine redouté par le pouvoir religieux. C'est ici que nous avons rencontré Shirin, une architecte proche de Khatami qui, par crainte de représailles politiques, a souhaité conserver l'anonymat. Une intellectuelle qui incarne cet électorat jeune et urbain qui avait placé beaucoup d'espoir en l'élection d'un président réformateur. Espoir aujourd'hui déçu. Beaucoup de gens ont été déçus par Khatami parce qu'il n'a pas pu faire tout ce qu'il avait promis. Il a fait des petites choses, oui. Il a apporté un peu de liberté. C'était pas ce qu'on attendait de lui vraiment. Pas tout à fait. On attendait encore beaucoup. 7 ans après leur arrivée au pouvoir, le bilan des réformateurs, inféodés aux conservateurs et aux religieux, apparaît donc mitigé. Des réformes le plus souvent cosmétiques et une popularité en déclin auprès des jeunes et d'un électorat avide de changement. Beaucoup de partisans déçus par le président réformateur Khatami envisagent de s'abstenir lors des prochaines élections. Une abstention massive qui risque de profiter au parti conservateur. Kambiz Tavana est l'un des journalistes politiques du quotidien réformateur Arc. Un journal jeune, 6 mois d'existence à peine, un titre très prisé par les étudiants et les progressistes. Observateur averti de la vie politique iranienne, il redoute plus que tout les prochaines élections. Même si son pouvoir apparaît mineur, le Parlement fait office de lien entre les autorités et la population, comme une caisse de résonance. Si l'électorat réformateur boude les urnes et que les religieux se maintiennent, voire progressent, ce scrutin pourrait être celui de tous les dangers. Une perspective renforcée par la crise actuelle qui a vu des milliers de candidats réformateurs écartés par le tout-puissant pouvoir religieux. De quoi inquiéter ceux qui en Iran continuaient à espérer des réformes, voire même émerger une petite révolution au pays des Mollahs, 25 ans après la chute du Shah. La biotechnologie est en plein boom en Suisse romande. Le symposium Biodata en témoigne. Un projet de fondation franco-suisse par ailleurs pour la recherche et la biotechnologie est à l'étude et cette industrie est très florissante dans le bassin lémanique. Exemple avec Stéphanie Jacquet et Éric Moisy. La chenille et le papillon ont tous deux le même patrimoine génétique. Ce qui les différencie, c'est le produit des gènes, les protéines. Les protéines sont elles-mêmes composées d'acides aminés. Après la génétique, voici la protéomique. Installé dans la zone industrielle de Vernier-Mérin, GeneProt analyse le plasma sanguin afin d'isoler les protéines qui permettront soit de diagnostiquer une maladie, soit d'en soigner une. L'espoir de la protéomique, c'est de réduire d'au moins de moitié le développement des médicaments. Le produit final, c'est donc une petite poudre
Ça, c'est une protéine qui a été synthétisée pour les maladies coronariennes. Donc on fait une cinquantaine de protéines comme celle-ci par an. À chaque fois, on en livre 5 mg. Et ça, c'est ce qui coûte des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de francs suisses et qui un jour pourra soigner directement le patient. Pour en arriver là, la société née en avril 2001 a dû faire de lourds investissements en matériel de pointe. Un pari sur un avenir encore incertain. En ce qui concerne l'industrie elle-même de la protéomique, elle est encore un petit peu jeune, elle n'a pas fait ses preuves et donc l'industrie a encore besoin de quelques années pour prouver son bien fondé et arriver à maturité. La Suisse a des compétences indéniables en matière de biotechnologie. Derrière l'Angleterre et l'Allemagne, elle fait partie des 3 nations de tête en Europe. Nous avons des universités qui sont parmi les meilleures au monde dans ce domaine-là et on comptabilise environ plus de 200 sociétés de biotechnologie en Suisse. C'est énorme et ça donne aussi lieu à la création d'environ 20 000 emplois à l'heure actuelle en Suisse. Un secteur prometteur. Les spécialistes estiment que dans les 5 ans à venir, le nombre d'emplois dans cette branche pourrait augmenter de 10 à 20%. Avenir Suisse et Économie Suisse proposent d'augmenter les taxes universitaires à 5 000 francs par an. Les milieux économiques proposent de compenser par une augmentation simultanée de prêts, estimant que cette mesure permettrait d'engager jusqu'à 8 000 professeurs supplémentaires dans les hautes écoles. L'Union des étudiants de Suisse rejette cette hausse des taxes. Elle juge qu'elle minerait l'égalité des chances. Les étudiants devraient travailler en petit comité. Je vous le disais en titre, un ophtalmologue vaudois signe une découverte prometteuse contre le glaucome. C'est une affection des yeux les plus répandues. L'innovation tient à un tube miniature qui permet d'évacuer le liquide excédentaire. Jacques-André Schneider. 100 000 personnes en Suisse et 70 millions dans le monde souffrent d'un glaucome, une surpression à l'intérieur de l'œil due à un défaut d'écoulement de l'humeur aqueuse, les voies naturelles étant bouchées. Cette augmentation de la pression interne de l'œil provoque à long terme une détérioration du nerf optique. L'opération du glaucome consiste à dévier le trajet de l'humeur aqueuse qui est bloqué dans un espace qu'on va créer dans la sclère, c'est-à-dire dans la partie blanche de l'œil. On va créer un petit réservoir et puis le petit tuyau que nous avons mis au point permet justement de relier la chambre antérieure, qui est l'espace entre l'iris et la cornée, à ce nouvel espace qu'on crée en fait sous la paupière, à peu près à 2-3 mm du bord de la cornée. Et cet espace-là donc, va permettre à l'eau de se résorber progressivement. Jusque-là, on pratiquait la sclérectomie profonde, une technique déjà mise au point par le docteur Mermoux, une opération cependant difficile. Notre but dans notre unité est de simplifier la chirurgie, de la rendre d'une part plus efficace pour le patient et plus simple pour le chirurgien. Et la mise au point de ces microtubes va dans ce sens-là, afin de simplifier la technique chirurgicale et de rendre, au fond, l'opération accessible à plus de chirurgiens dans le monde que ce qu'elle est actuellement. Ces microtubes mesurent 50 microns de diamètre et pour l'heure, seule une dizaine de patients ont subi cette implantation qui pour l'heure reste expérimentale. La nouvelle concerne les milliers de romans qui emploient des femmes de ménage au noir. En tout cas, le canton de Genève lance une offensive dans le sillage de ce qui se fait déjà en Valais. Il propose un système de chèque-emploi comparable aussi au système français où l'employeur peut légaliser la situation de manière simplifiée. Odette Mudry et Albert Pasquier. Désormais, les personnes ayant des employés de maison n'auront plus d'excuses pour ne pas payer leurs prestations sociales. Le chèque service emploi domestique de proximité va résoudre le casse-tête des démarches complexes auprès des diverses assurances. À Genève, cette initiative est due au département de l'action sociale et de la santé, ainsi qu'au département de l'économie et de l'emploi, qui veulent mettre fin à l'engagement de personnes sans couverture sociale. Ces personnes sont pour la plupart d'origine européenne, en possession de permis B ou C, dont souvent le conjoint travaille en toute régularité dans notre pays. Elles s'occupent de tâches ménagères, de garde d'enfants ou de petits travaux de jardinage. Mais en cas d'accident de travail par exemple, elles risquent d'être plongées dans une grande précarité. Grâce à l'introduction de ce système, l'employeur peut adhérer à chèque service, à qui il va verser les charges sociales de l'employé, qui s'élèvent à 20% de son salaire. C'est la Fondation Foyer Handicap qui s'occupe de la gestion de ce chèque service. Nous allons recevoir quotidiennement les différents chèques. Nous allons ensuite assurer tout leur traitement administratif en veillant à ce que tous les employés qui sont concernés par ces chèques soient correctement affiliés à l'AVS, à la
l'assurance chômage, contre les accidents et les assurances obligatoires en Suisse. Ces chèques services emploi sont à la disposition des ménages dès demain. On peut les trouver dans la plupart des mairies de Genève, ainsi que dans les 22 centres d'action sociale et de santé du canton. Le chèque emploi existe déjà en France. Les autorités l'encouragent par une incitation financière. Les personnes qui jouent le jeu ont droit à une réduction d'impôt. On va le voir à la frontière genevoise. Reportage d'Emmanuel Bressan et Claude Pello. 2 fois par semaine, Sylviane Guinet vient faire le ménage dans cette maison de Saint-Julien. Sylviane a 4 autres employeurs en France et tous la payent avec des chèques emploi-service. Un gage de sécurité et une forme de reconnaissance sociale. On a une couverture sociale, on a l'assurance chômage et puis l'assurance vieillesse, on est déclaré. Comme un salaire, tout dépend des heures qu'on fait. En France, les chèques emploi existent depuis 7 ans. Une formule simple et rapide. Une partie du chèque sert à payer l'employé de maison. L'autre partie est envoyée à l'URSSAF, l'organisme qui gère les charges sociales. Pour 17 francs de l'heure, l'employeur paye 12 francs supplémentaires de charges. Mais en contrepartie, il peut déduire l'ensemble de sa dépense sur sa déclaration d'impôt. Du coup, ça marche et beaucoup de ménages déclarent leur employé de maison. Non, j'ai pas eu de mal à trouver de personnes qui payaient avec le chèque emploi-service. C'est même eux, c'est d'eux-mêmes qui me l'ont proposé. On estime que 2,5 millions de personnes travaillent au noir en France. Les secteurs les plus touchés sont les mêmes qu'en Suisse, bâtiments, restauration, emploi saisonnier. Mais depuis la création des chèques emploi-service, les tâches à caractère familial ne sont plus en tête du palmarès. La neige a provoqué de nombreuses perturbations. 11 accidents ont été recensés dans le canton de Vaud. Une dizaine de rues a dû être fermée à Lausanne. Les travaux de déblaiement se sont poursuivis tout au long de l'après-midi. Mais de nouvelles précipitations sont prévues cette nuit sur toute la Suisse romande. On entendra dans un instant les prévisions de Dominique Chibli. Le débat sur le hors-piste fait rage dans les stations et dans les sociétés de remontée mécanique. Ces dernières hésitent sur la politique à tenir à l'égard de ces skieurs. Les unes veulent les laisser entièrement responsables de leur cheminement et donc de leurs actes. Les autres préfèrent leur suggérer des zones un peu moins dangereuses. Florence Justiner. Depuis plusieurs années, à Zinal, on propose aux amateurs un domaine freeride de près de 100 hectares. Le domaine est accessible par des portails électroniques et soumis à un règlement strict. Comme vous pouvez le voir ici, déjà il y a beaucoup de neige, mais en plus avec le danger actuel, le portail est fermé. Des précautions qui n'empêchent pas Zinal d'aller à l'encontre de la position des remontées mécaniques suisses. Je pense que l'interdiction, puis on a vu au niveau des remontées mécaniques, ne suffit pas. Il faut faire de la prévention. À Zinal, domaine freeride et centres d'entraînement aux avalanches se côtoient. Pour certains, c'est un paradoxe. Pour les responsables de Zinal, il s'agit plutôt d'être honnête. Les gens viennent, ils sortent de toute façon. Alors, ou vous mettez simplement un panneau pour vous débiner légalement, ou bien vous donnez la possibilité aux gens d'apprendre à utiliser leur matériel, vous faites de la prévention. À Thion aussi, on a choisi d'ouvrir une zone au freeride. Un dépliant va même paraître avec des itinéraires hors piste. On a, et maintenant de plus en plus par le biais de la publicité que représente le freeride, des personnes qui vont lever la barrière et passer dessous. Donc nous on dit plutôt que de lever la barrière et passer dessous, ne le faites pas, allez plutôt dans un endroit où les barrières sont délimitées, sont autour de ce domaine freeride. S'ouvrir au freeride, oui, mais pas sans des précautions juridiques extrêmes. On s'assure quand même de phrases d'avocat et puis de supports plus ou moins concrets qu'on puisse avoir dans les mains pour nous protéger. Oui. Le risque zéro n'existe pas, donc c'est vrai que ça implique une part de responsabilité du service de sécurité. En Valais, de plus en plus de stations proposent des itinéraires de freeride, un argument publicitaire certainement, mais aussi une façon de ne plus se voiler la face et de donner une alternative plus sûre aux fans de hors-piste. Les proches de 2 détenus français de Guantanamo se sont rendus à Londres pour participer au lancement d'une commission européenne de soutien aux prisonniers. L'initiative est parrainée par diverses personnalités et associations qui dénoncent l'arbitraire américain en la matière. Étienne Duval. Ayman Sassi, frère d'un des 6 détenus français de Guantanamo Bay, ne croyait pas trop à ce voyage londonien. Déçu par 22 mois d'inaction de son gouvernement, il n'attendait pas grand-chose de cette nouvelle initiative, la constitution à Westminster d'une commission pour les droits de l'homme à Guantanamo.
On l'a enfermé dans une cage sans le nourrir correctement. La rencontre avec les familles britanniques l'a fait changer d'avis en lui permettant d'abord de mettre en commun des expériences douloureuses exprimées par exemple dans cette lettre d'enfant de prisonnier. Je demande toujours à maman où est mon père? Quand va-t-il revenir? Elle me répond je ne sais pas. Au-delà de l'émotion, il y a surtout les meilleurs résultats obtenus par les groupes de pression de ce côté-ci de la Manche. Ils sont apparemment plus proches d'une solution. Londres et Washington discutent activement du rapatriement de 7 de leurs prisonniers. Franchement, à un moment donné, dans la réunion, j'aurais bien aimé être anglais. J'aurais bien aimé que mon frère soit anglais, parce que eux, ils ont sollicité directement Tony Blair. Nous, à part M. Guyot du Quai d'Orsay, on n'a vu personne d'autre. Là, ça nous a remotivés un petit peu. Ça nous a donné la pêche. Là. Ça se voit que les gens ils sont motivés en Angleterre. Ils sont là, ils bougent pour les autres. Ils savent c'est quoi les droits de l'homme. Ils ont vu qu'il y avait une injustice et ils se sont tous mobilisés. Les Britanniques n'ont évidemment pas tout réglé. Le rapatriement de leurs détenus se fait attendre. Il y a encore trop de problèmes juridiques et politiques. Les familles et leurs défenseurs comptent partir ensemble aux États-Unis en mars pour faire pression sur George Bush. Les parents de détenus britanniques se disent encouragés par ces renforts venus d'Europe. Aux États-Unis, les caucus de l'Iowa ont changé les rapports de force entre démocrates. John Kerry est le gagnant de l'étape. Cet ancien militaire a gardé le prestige des armes. Il est très fortuné. Son épouse est la veuve du roi du ketchup. Elle en a gardé une timbale très utile pour la campagne de son deuxième mari. John Kerry a d'ailleurs passé quelques années en Suisse quand il était enfant. Ses parents occupaient des fonctions diplomatiques. Son profil, plus au centre que celui de Howard Dean, rassure ceux qui voient en lui une machine de guerre efficace contre George Bush. Françoise Weillamer. Pour chasser George Bush de la Maison-Blanche, c'est sur lui qu'il compte. John Kerry, l'actuel sénateur du Massachusetts, a gagné hier soir les faveurs des militants démocrates de l'Iowa. Et maintenant, j'ai un message spécial pour ceux qui tiennent la Maison-Blanche. Nous arrivons, vous partez et préparez-vous même à décamper. Un ton et une volonté qui ont séduit la majorité des électeurs démocrates de cet État du Midwest. Sur le dossier de la sécurité nationale, de la santé et de l'économie, ils ont préféré John Kerry, le centriste, à Howard Dean, l'insurgé. Longtemps favori des médias, il a fini 3e, ce qui en fait l'un des perdants de la soirée. Question de tempérament, disent les commentateurs. Sa rage n'a pas payé en Iowa, tout au contraire. Les électeurs lui ont même préféré John Edwards, le sénateur de Caroline du Nord, qui lui cultive le profil du gentil. Ni fiel ni attaque contre ses concurrents. Cette approche positive a payé. Nous avons lancé un mouvement, rejoignez-nous. Rejoignez-nous pour transmettre ce message au reste de l'Amérique. Car c'est déjà reparti. Dans une semaine, les démocrates du New Hampshire vont choisir leur candidat. En lice ici, l'ex-général Wesley Clark. Entré tard dans la course, il a renoncé à se présenter en Iowa pour mieux conquérir le New Hampshire. Il a pour lui son armée de campagne et son expérience militaire. Ce qui en fait un bel adversaire pour John Kerry, qui doit désormais défendre sa première place. Les boîtes noires de l'avion de Flash Airlines abîmées en mer Rouge commencent à parler. Une première lecture écarte définitivement l'attentat terroriste. Elle confirme l'hypothèse de l'accident. On va voir les autres nouvelles à l'étranger avec Madeleine Brout. Une explosion dans une usine pétrochimique en Indonésie a fait au moins 1 mort et 67 blessés dans la localité de Gresik, à l'est de la province de Java. L'explosion serait due à un court-circuit et l'incendie qu'elle a provoqué n'est pour l'instant pas maîtrisé. La police a évacué des centaines de personnes à proximité. 27 personnes sont mortes et 72 ont été blessées la nuit dernière dans la violente explosion qui a ravagé un énorme complexe de gaz naturel liquéfié dans le port de Skikda, sur la côte est de l'Algérie. L'explosion aurait été provoquée par un accident dans une chaudière. Les sauveteurs continuent à déblayer les décombres à la recherche de survivants, tandis que le président Bouteflika s'est rendu aujourd'hui sur le site dévasté. Les secours norvégiens ont abandonné tout espoir de retrouver vivants 15 marins toujours portés disparus après l'accident d'un cargo qui a chaviré au large de Bergen. Le bilan définitif risque donc d'atteindre 18 morts, 3 marins ayant déjà péri hier lorsque le cargo s'est soudainement retourné dans les eaux glaciales du fjord.
Plusieurs hommes ont encore pu être extirpés du bateau ce matin, les sauveteurs ayant entendu leur coup sur la coque. En tennis, 3 Suisses sur 5 ont passé le premier tour de l'Open d'Australie. Chez les dames, qualification pour Emmanuel Gagliardi et Patti Schneider. En revanche, Myriam Casanova et Marie-Gayane Michelian sont éliminées. Du côté des hommes, il y a un seul joueur suisse, Roger Federer, mais sa cote est très haute après une excellente entrée en matière. Philippe Fonbourg. Roger Federer a rendu une copie presque parfaite. En alliant spectacle et efficacité, le Suisse a vite écœuré Alex Bogomolov Jr., battu 6-3, 6-4 et 6-0 en moins de 90 minutes. Ensuite, Roger a expliqué aux journalistes que non, l'absence d'un coach à ses côtés, ça ne le perturbe pas plus que ça. Pratiquement, je dois aussi un peu écouter, parler avec des joueurs comme en fait Peter il a fait avant. Maintenant c'est un peu plus tôt moi, ou Bogomolov je ne le connaissais pas vraiment, alors il me fallait quand même un peu d'aide. Et voilà, il me faut quelques petits trucs et après c'est quand même aussi concentré sur mon jeu, alors c'est pas trop compliqué encore. Et compliqué, ça ne risque pas de le devenir tout de suite. Federer a déjà pris rendez-vous avec le public australien pour jeudi. Il affrontera au deuxième tour Jeff Morrison, 156e mondial. Comme Bogomolov, il est américain et issu des qualifications. Voilà, on termine avec une image qui fera craquer les amis des animaux. C'est un chien dûment enregistré parmi les plus petits au monde. Tiny Tim ne mesure que 7,6 cm aux épaules à l'âge de 10 semaines. Ce petit Yorkshire est un cas extrême dans la nature. Selon l'adage, tout ce qui est petit est mignon. Sa maîtresse dit l'adorer d'autant plus. C'est la fin du journal de la télévision suisse romande. Toute la rédaction vous remercie d'avoir suivi et se réjouit de vous retrouver sur TV5.